Ben voilà Steph, le moment est enfin venu pour toi. Bob Dylan. On va faire des vidéos sur Bob Dylan. I don't believe you. Tu te rends compte qu'on a commencé la chaîne fin de séance sur Elvis et je ne pensais pas qu'un jour on en arriverait à parler de Bob Dylan sur cette chaîne. Et tu l'avais dit en plus lors des vidéos, d'ailleurs les vidéos que vous pouvez voir là au-dessus, tu disais que tu étais un peu jaloux qu'on faisait une belle biopic sur Elvis et pas sur Dylan. Et paf, quelques mois après, on annonce qu'il y aurait une biopic sur Bob Dylan. Enfin, mais réalisé par le réalisateur de Walk the Line, le biopic sur Johnny Cash. Hello, I'm Johnny Cash. Bienvenue à tous pour ce premier épisode de fin de séance consacré à Bob Dylan. Alors, on va vous parler de Bob Dylan dans ce premier épisode grâce à Martin Scorsese, qui a été autorisé à fouiller dans les archives de Bob Dylan pour réaliser un sublime documentaire en 2 parties de plus de 3 heures qui s'appelle No Direction Home. Ce qu'il faut savoir dans ce documentaire, c'est qu'en gros, Scorsese, contrairement à des réalisateurs de documentaires, n'a rien filmé. En gros, il s'est servi d'archives, filmé, même les interviews sont filmées par Jeff Rosen. Évidemment, il fait un travail de montage qui est aussi très marrant et qui est très structuré, qui fait à la fois tout dans l'ordre chronologique, mais avec énormément de flashbacks. C'est-à-dire qu'il joue beaucoup sur le flashback, où il raconte sa vie du début, pratiquement de sa naissance, tout, et il va tout d'un coup à Juda, donc il arrive au moment où il se fait huer. Donc on a vraiment, en gros, toute une histoire, pratiquement, de Bob Dylan en 2 heures de film, plus ou moins... 3 heures. 3 heures de film, qu'est-ce que je raconte, plus ou moins assez fidèle. On peut pas lui reprocher de faire des trucs... dans le dos de Dylan. Évidemment, c'est chapeauté par Dylan. I was definitely not inventing anything that hadn't been tried before. Some part of the picture, you know. Oui, avant ça s'arrête tout simplement à son accident de moto. Et la première partie, elle est consacrée, on explique un peu son enfance, et puis ils expliquent vraiment longtemps la période à New York, Greenwich Village, quand il arrive. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que No Direction Home est le meilleur documentaire de Scorsese? Alors, j'ai envie de répondre oui, peut-être. Tout ça, comme on l'a dit, grâce à Jeff Rosen, qui a quand même, pendant des dizaines d'années, travaillé sur ce projet, qu'il voulait réaliser. Mais il a vite compris que c'était un peu trop gros pour lui, et c'est là qu'il a fait appel à Martin Scorsese. Alors oui, c'est vraiment très agréable à regarder. Les images sont sublimes. Le montage de Martin Scorsese à travers des images de concerts assez rares, d'interviews de Joan Baez, d'Allen Ginsberg et même de sa première petite amie Susie Rotolo. Susie Rotolo qui ne sera pas jouée, qui ne sera pas nommée dans le biopic prochain de James Mangold, puisque Dakota Fanning, je pense, qui joue Suze Rotolo, mais qui n'est pas appelée Suze Rotolo dans le film. J'ai toujours pas la réponse. À mon avis, c'est pourquoi. Sûrement avec des avocats. Elle est morte, elle a écrit une bio sur leur vie qui est très belle. Une très belle bio d'ailleurs sur cette liaison à Greenwich Village. Yes. Well, I like your songs. Certainement une raison. Et donc, on y apprend aussi que Dylan découvre très jeune la musique country. Mais que ce sera vraiment la musique folk qui va déclencher sa passion pour la composition. Oui, la musique country, et d'abord il s'est lancé dans le rock pur, puisqu'il a eu des groupes de rock. Oui, mais enfant, dans le documentaire, ils expliquent qu'à la radio, la première chose son premier contact qui a été avec le déclencheur, c'est la musique country. Totalement. Mais après, à l'école, il a fait des groupes, et on a même dû, une anecdote. Stone Gun aussi. Il y a une anecdote qui dit dans le film où c'est une école un peu coincée. Et il joue au piano et il a commencé à faire du Little Richard. Et ils ont baissé sur le piano, Ils ont baissé les rideaux et ils lui ont dit en coulisses, c'est pas une musique appropriée pour le public dans la salle. Robert was in my class, and that was the era that they had the talent show. Robert, of course, he was up on stage. Et puis il a été témoin du concert de Buddy Holly avant son crash. Ça, c'est incroyable. Il l'a vu dans les yeux, il l'a presque touché au concert quand il était jeune. Et après, il est mort, Tu vois, donc ça a été aussi un déclic, ça a été un choc. Mais il y en a eu d'autres, parce que, notamment dans la première partie, on s'attarde beaucoup sur l'ascendance de Dylan quand il arrive à New York. Et quand il lance sa carrière, il n'oublie jamais ceux qui l'ont influencé. Et ceux qui l'ont influencé, c'est Woody Guthrie, évidemment, qu'il a été voir. Hank Williams, un des kings de la musique country.
Joan Baez, qui était à l'époque quand même son idole, Muddy Waters pour le blues, Johnny Ray pour la voix, ouais. Odeda pour le folk. Et alors, comme tu me l'as dit là tantôt, il avait aussi une énorme admiration pour Henry Belafonte. Ouais, mais alors il y a aussi Bobby Vee qui est très, très émouvant, oui. Parce que Bobby Vee l'a pris comme pianiste lors d'une de ses tournées. Après, il s'en est séparé parce qu'il ne devait pas être très très bon. D'ailleurs, il est toujours un pianiste assez hésitant, surtout maintenant. Et récemment, dans une de ses tournées, avant la mort de Bobby Vee, qui était dans la salle du concert de Bob Dylan, il s'est arrêté et il a dit « Maintenant, je vais chanter une chanson de Bobby Vee. » I've seen a while back, and since that time I've played all over the world with all kinds of people, and everybody from Mick Jagger to Madonna, and everybody in there in between. I've been on the stage with most of those people, but the most meaningful person I've ever been on the stage with was a man who's here tonight, who used to sing a song called Susie Baby. And I want to say Bobby Vee is actually here tonight, and maybe he can show you appreciation with just a round of applause. Pour moi, c'est vraiment le meilleur documentaire sur une star qui rejette ou qui ne veut pas assumer son statut jusqu'à ce qu'il devienne à la fin, en 66, un rocker familique complètement en dépression, hein, carrément, hein, on peut le dire. Drogué, ouais. Et on pourrait dire en burn-out aujourd'hui. C'était peut-être le premier burn-out de l'histoire. When you stay and then when you stay in the States, I mean, when you come back? I don't know, I just want to go home. Ce documentaire regroupe 2 films dont on va vous parler ici. Ça regroupe Don't Look Back, les images, même les images pas vues dans Don't Look Back, et réutilisées par Scorsese, réalisées par Penny Baker, et Eat the Document, réalisé par Bob Dylan, mais filmé par Penny Baker. Donc ça, on va vous en parler aussi dans cette vidéo, parce que c'est indissociable. Ces 3 films n'en font qu'un maintenant, depuis que Scorsese les a regroupés. D'ailleurs, c'est très difficile de se dire quand est-ce qu'il est passé à l'électrique, parce que tout se mélange un peu avec 3 heures, on est complètement perdu. Mais il y a aussi beaucoup de témoignages, ça aussi c'est chouette, les gens, les gens pour, les gens même contre. des gens, des amis d'enfance, des trucs, ils ont été retrouvés, vraiment beaucoup de gens, quoi. Et des gens contre, dont Joan Baez, qui critique. On retrouvera d'ailleurs. Elle est objective dans ce qu'elle dit. I assumed that since I'd invited him on the stage in the States, he would invite me on the stage there. He had no intention of doing that. C'est aussi un document important pour comprendre Bob Dylan, mais aussi son époque, qui comporte les mouvements des droits civiques, Martin Luther King, la mort de Kennedy, le début de la guerre du Vietnam. Ce qui est beau parce qu'il ne montre jamais la mort de Kennedy. C'est-à-dire qu'il ne montre jamais les fameuses images des applaudeurs. Il ne montre que les gens qui pleurent, que les gens qui sont choqués, mais il ne montre jamais ce fameux moment. Bon. Alors il y a aussi un petit bonus dans ce documentaire, c'est que avant 2004, la fameuse scène où on voit dans le public un spectateur qui crie à Dylan « Judas », en fait, ces images avaient été perdues. On les a retrouvées qu'en 2004. I don't believe you. Après ça, elles ont été perdues à jamais, enfin à jamais non, puisqu'on les a retrouvées en 2004. Et elles ont pu être introduites alors dans... Non, c'est juste, je crois qu'il a coupé ça dans It's the Document. You're a liar. Juste, je te coupe là cette scène-là parce que je vais l'oublier dans Don't Look Back, puisqu'on va vous parler de Bob Dylan et du documentaire de Penny Baker, Don't Look Back. Ça, c'est un moment où le journaliste de Time, je sais pas quoi, ou je sais plus quel journal, lui dit qu'il a joué dans une pièce écrite par son cousin ou je ne sais plus quoi. Il lui dit ça. Et effectivement, c'est un truc introuvable pour les fans de Dylan. C'est une pièce de théâtre qui a été faite pour BBC où il jouait dedans. C'est une de ses premières apparitions télé où Bob Dylan joue une pièce de théâtre adaptée au... Probablement que les archives ont été jetées ou... Sans doute, c'est sans doute filmé en direct, tout ça, mais tout ce qui reste comme archive, c'est lui chantant Blowing in the Wind, je pense, à la télévision. Enfin, il reste rien, et là, il lui dit « Ah, vous avez joué dans une pièce de mon cousin, ou je sais pas quoi. » Et il dit « Ouais, je m'en souviens. »
Oh, by the way, you took part in a play in Britain some time ago, written by a school friend of mine, Evan Jones. Oh, yeah. Evan and I went to school in Jamaica together. The Castle Street, wasn't it? The Madhouse at Castle Street. Yes. Là ben justement, là, c'est intéressant parce que ça, c'est d'un point de vue montage. Flashback. Ouais. Well, what actually started you off? C'est un flashback. Qui n'avait pas le droit de faire, hein, Penny Baker, parce que c'est du cinéma direct. Ce qu'il faisait, Penny Baker, c'était un groupe. D'ailleurs, oui, on pourrait expliquer que Penny Baker est arrivée à la réalisation de Don't Look Back par la femme de Bob Dylan, Sarah Lodes, qui travaillait pour le groupe de cinéastes avec Leacock, Penny Baker, qui formait ce groupe de cinéma direct, qui n'avait pas le droit de faire de flashback, cinéma direct, prise de son direct, pas de flashback. Là, il fait un écart. Et c'est Sarah Lodes qui a dit « Ah, il y a une petite bande qui pourrait faire le film ». Et c'est comme ça que Penny Baker est arrivée à faire ce film, Don't Look Back, sur Bob Dylan, grâce aussi à la femme de Albert Grossman, d'ailleurs aussi. Mais là, on rentre. Mais c'est vrai que, comme tu dis, cette image où on voit Dylan, j'ai vraiment aimé, donc ça c'est un des points positifs du film, enfin du documentaire, c'est le montage. Et là, comme tu dis, on voit un Dylan très humble avec le journaliste, et le journaliste lui pose une question, comment tout a débuté? Et là, paf, on arrive sur cette image avec un jeune Dylan magnifique, qui chante dans un champ. Mais qui chante pour faire en sorte que les Noirs, les Afro-Américains aillent voter, en fait. Mais oui, d'ailleurs, on en parle dans nos directions Home aussi. Ouais. Et oui, c'est Pete Seeger qui lui a demandé de venir pour chanter. D'ailleurs, on le voit. Penny Baker est un réalisateur de documentaires qui a commencé déjà dans les années 50 et qui s'est fait connaître avec un court-métrage où on nous montre la démolition d'une ligne de train à Manhattan. Jusque-là, bof, mais sous une musique de Duke Ellington. Et on voit les images aussi dans le documentaire sur Dylan, je crois. Ouais. Et il se fera aussi connaître après avec deux grands classiques. Le Monterey Pop, le fameux festival, et alors aussi le fameux concert Ziggy Stardust, le final à Londres en 1973. Alors le contexte un peu de Don't Look Back, donc nous sommes dans les années 60 et Bob Dylan, c'est surtout à cette période-là, il est devenu vraiment une idole. Why are you so big this time? What do you think? I have absolutely no idea. I don't even know about it if it is. I think I just do the same thing I did before. Et donc à cette époque, dans les années 60, il y a déjà plusieurs metteurs en scène qui essayent déjà de s'accaparer Bob Dylan, dont Warhol et Godard. Oui, Warhol, évidemment, c'était à quelle période qu'il a fait son screen test? Je pense que c'était de plus ou moins 65. C'était entre les deux, c'était peut-être pendant la tournée ici. Ouais. Donc alors avec Warhol, ça s'est très mal passé, puisque en gros, c'est le seul document de Bob Dylan où Bob Dylan est face caméra, nu, totalement. C'est-à-dire que le but des screen tests, c'était pour Warhol de mettre des gens, des vedettes, mais pas nécessairement, pas que, mais des gens qui avaient une renommée dans le milieu new-yorkais ou beaucoup plus large, et de les mettre face à une caméra et de les filmer pendant 10 minutes. Et Bob Dylan, on voit qu'il est très mal à l'aise parce qu'il est face caméra et il ne sait pas quoi faire. Ça s'est très mal passé avec Andy Warhol et on sent qu'il a... C'est pas qu'il n'a pas le contrôle de son image, mais en tout cas, il n'a pas envie d'apparaître comme on a envie on n'a pas envie de le montrer comme une rockstar. D'ailleurs, il a toujours eu des problèmes avec son statut de protest singer, son statut de rockstar, son statut de poète. Il a toujours été un peu à cheval entre tous les mondes. Et donc, le film de Warhol est peut-être un des plus justes, puisque ça le montre vraiment tel qu'il est, sans plus. Voilà. Et on voit qu'il est très emmerdé. C'est vraiment un screen test où il est très mal à l'aise, et on le sait, ça s'est mal passé, Et c'est justement Penny Baker, c'est ça, qui va apprendre à suivre Dylan discrètement. Au début, ça va un peu le gêner, mais après, Dylan même lui dira lui-même qui pour lui, c'est comme si la caméra, elle n'était plus là. Did you see my cane? Yeah, it was right there. Done. You didn't see it, did you? What? My cane? Ouais, mais il n'a pas aimé en plus dans le Look Back, Bob Dylan, ça l'a fait chier. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après il a voulu faire The Document pour faire l'inverse. Mais donc ici, Albert Grossman, sa femme, Sally Grossman, était une amie de Sarah Lodes. D'ailleurs, Sally Grossman apparaît sur Highway 61, c'est bien celle-là, ou Bringing...
ou l'album Bringing All Back? Ça, c'est là où il y a la c'est là où elle est allongée. Donc ça, c'est la ouais. femme de Albert Grossman, où il y a tous les trucs. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'ils sont entrés en contact. C'est comme ça que Penny Baker en est arrivée à faire le film sur Bob Dylan et qu'il a eu ses entrées. Parce qu'on voit très bien, d'ailleurs, il y a une différence forte entre Don't Look Back et Hit the Document, parce que dans Don't Look Back, le réalisateur suit Bob Dylan sans problème. Dans Hit the Document, on a quand même des moments où Bob Dylan, ils vont éteindre ta lumière. Penn Baker, donc, ce qu'il aime, c'est filmer Dylan dans les chambres d'hôtel, pendant ses phases d'écriture, devant sa machine à écrire, dont beaucoup de chansons apparaîtront certainement aussi dans son prochain album de 66, Blonde on Blonde, le premier double album de l'histoire du rock, il faut le dire. Et donc déjà, on peut le dire aussi, Dylan a déjà un pied dans le rock, même si il est vrai que pour le moment, dans ce documentaire, il n'a pas encore électrifié sa musique sur scène. Jesus, you know, I don't understand how can they buy the tickets up so fast? I mean, you know, let's get that light off. Moi, ce que j'aime, revenons-en au documentaire, moi, j'adore l'intro. L'intro, oui. Donc le film commence dans la rue et montre un Dylan qui chante pas, mais qu'on entend le phrasé pré-rap, avec un rythme bien bluesy, et qui manipule des cartons avec des paroles de la chanson. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une image qui est devenue vraiment culte, peut-être même la plus cultissime de Dylan durant cette période. Et donc la tournée aussi. Donc c'est une tournée où on remarque que durant les déplacements de Dylan, il est accompagné de beaucoup de monde. Donc il y a même Marianne Faithfull. Marianne Faithfull, ouais, mais on la voit vraiment. Oui, elle est pareil. Mais il y a surtout Joan Baez. Il y a aussi son fameux manager Albert Grossman, Alan Price, où il y aura aussi une anecdote, l'ancien des Animals. Allen Ginsberg, l'inséparable. Lui, c'est le pape c'est un des poètes de la Beat Generation avec Kerouac et tout, Sur la route, avec Neil Cassady. Donc c'est vraiment, il vient de là, Dylan. Mais tu as une anecdote à propos de Ginsberg? Oui, effectivement, dans la chambre d'hôtel, il demande est-ce qu'il y a un poète genre beat anglais à la Ginsberg, et il dit, je crois que c'est Daryl Adams qui lui dit ça, je pense, et il dit oui, il y a Dominique Behan. Are there any poets like Allen Ginsberg around? No, nothing like that. Dominic Behan. I don't want to hear nobody like Dominic Behan, man. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, Behan avait écrit une chanson qui s'appelait The Patriot Game. For love of one's land is a terrible thing. Et la mélodie est une mélodie que Dylan va prendre, comme il le fait toujours, pour, logiquement, Don't Think Twice, It's Alright, mais comme j'ai une mémoire absolument pourrie, si je me trompe, je vais me mettre là. C'est peut-être You and Me Babe, mais je pense pas. Et donc, c'est pour ça. Donc, le mec, le poète, l'a accusé de plagiat. Et donc, c'est pour ça qu'il a cette réaction en disant « Mais non, j'ai pas envie d'entendre parler de ce mec. » Il faut savoir que Dylan, moi je reviens du concert ici sur sa Road and Roadie Tour, qui, en gros, il reprend un de ses classiques qui est When I Paint My Masterpiece, qui a une mélodie à la Dylan. Mais durant le concert que j'ai vu, et celui à Paris aussi, il a changé et il a pris la mélodie de Irving Beller, je ne sais plus. Qu'on peut voir aussi dans Frankenstein Jr. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Donc c'est l'idée du folk, c'est toujours de reprendre soit des références comme House of the Rising Sun, on reprend la mélodie, on change les paroles, on les agrémente, on les remet. Donc voilà, c'est la tradition du folk. Et comme dirait Picasso, les grands artistes volent. Et donc, Penn Baker arrive... Moi, ce que j'aime surtout dans ce film aussi, c'est la façon où il arrive à capter les ambiances. Ouais, c'est dans la chambre d'hôtel aussi. Et, ouais, et après, ça passe justement dans la chambre d'hôtel où tu vois un Dylan... Bien qu'on ne le sente pas hein, si on n'est pas au courant. Tu vois, on sent qu'il y a un petit truc, mais si on n'est pas au courant, on peut passer au-dessus. C'est vrai. That's playing by Ed. You wouldn't hurt his guitar, would you?
Pardon me. I didn't mean to hurt your turtle. God. Mais une fois qu'on le sait, tu sens ça, parce que même sur la machine à écrire, tu vois vraiment... Ils sont dos à dos. Elle est derrière, Ouais. elle chante avec sa guitare, et lui, il peut y arriver n'importe quoi. Ce qui est génial. Non, il y a quand même des moments de tendresse aussi, parce qu'à un moment, il dit, elle est en train de chanter une chanson, et elle dit, quoi, c'est moi qui ai écrit ça? Quand est-ce que j'ai écrit ça? Mais il dit, tu sais très bien que tu as écrit cette chanson. Il se souvenait même plus qu'il avait écrit la chanson Love is a four-letter word. Et donc, il y a quand même des moments à la fois où tu vois quand même qu'ils ont été proches, mais il y a un moment où aussi il y a l'ego de Joan Baez aussi. Il faut quand même se rendre compte qu'elle a un ego. Oui. C'est que elle pensait... C'était son idole aussi au départ. Elle a voulu l'aider, un petit jeune qui était... Comme elle l'a fait avec Donovan après, mais elle pensait que là, sur sa tournée en Angleterre, elle allait avoir droit à une petite partie. He was ready to have that whole stage all to himself. That's what I'd say. He didn't want anybody competing with it. That's as close as I can get. Mais il s'en voudra par après, hein, je pense. Il l'a dit dans un documentaire, il a dit le contraire dans des interviews en disant « mais de toute façon, elle est perdue ». Enfin, You know, it was probably a stupid thing to do, but not letting her play. But you can't be wise and in love at the same time. So. De toute façon, c'est des couples, hein, des couples. Et là, il faut savoir qu'il était déjà avec Sarah. Hein. Oui. Donc, déjà, elle ne le savait pas, elle l'a découvert. Vraiment... Oui. Non, mais elle l'a découvert, je ne sais plus, mais à un moment, elle ne savait même pas qu'il était déjà marié, parce que là, il était en train de se marier pratiquement. Mais bon, le documentaire montre aussi, il y a certaines séquences où on voit un Dylan qui peut faire preuve de cynisme, notamment envers des amis, comme Alan Price. Alan Price, c'était un membre original du groupe des Animals. Ouais, et donc, tout en sachant qu'il venait de se séparer du groupe. Après, tu raconteras pourquoi. Après, est-ce qu'il savait vraiment tout? Je ne sais pas. Mais en sachant qu'il était déjà plus dans le groupe, il demande devant tout le monde, tiens, est-ce que tu es encore avec les Animals? There's a good friend of mine going to go in later on for good, you know. Yeah. Aren't you playing with them no more? Yeah. Finish now. So it's hands, you know. Et là, on voit vraiment, le réalisateur capture vraiment la tristesse d'Alan Price. Plutôt désemparé, tristesse, je ne suis pas sûr. Il sait qu'il a fait un coup de pute. On voit vraiment Alan Price sait qu'il a fait un coup de pute. Oui, mais c'est pas la tristesse. Il sait que c'est une blessure qu'il a ouverte. On le voit aussi, à juste titre, s'énerver sur un type un peu défoncé qui avait jeté un verre à la fenêtre. Hey, you're anything you say you are, man. You say you're a small... You're not, I'm nothing. I believe you. Nothing. I believe you, man. Boys. Listen, Boys. Bobby Dylan. You know, you're a big we have a drink international over artist, here, you know? boys. Right. I'm nothing. Right. I didn't throw any fucking glass in the street, man. Il y a aussi la rencontre avec Donovan. Bon, il y avait une certaine... Là, par exemple. Une certaine concurrence. Mais il rigole, quoi. Tu... C'est vrai que Donovan était très très influencé par Dylan, il chantait très fort à la manière, pas à part après. Après, Donovan a développé son propre truc, mais au départ, Catch the Wind, c'est très fort, Blowing in the Wind, quoi. Tu vois, il y a vraiment un côté très... Mais c'était son idole aussi, donc, et donc là, il est tout heureux de pouvoir interpréter une chanson, même pas terminée, embryonnaire. Et puis bon, Dylan, devant sa cour, il reprend sa guitare et il chante de nouveau It's All Over Now, Baby Blue. Et alors d'autres moments marrants aussi où tu le vois avec un journaliste qui lui pose une stupide question, est-ce que vous croyez à vos chansons? Et là aussi... How could I answer that if you got the nerve to ask me? Then you go, how come? I mean, you got a lot of nerve asking me a question like that. Do you ask the Beatles that? Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de bons moments où on voit Dylan échanger avec ses fans. Do you really like that song? What do you like about it? I don't like the Subterranean Hymns of Blues. Oh, you're that kind of... Okay, I understand right now. C'est encore un chanteur qui n'est pas encore ce qu'il va devenir totalement, qu'on est au début. Enfin, ou alors si, il aurait pu rester à ce niveau-là. Mais là, il va, dans les épisodes qu'on va suivre, il va encore franchir un autre cap. En gros, il ne s'intéresse pas vraiment aux concerts, aux scènes, aux
au moment où on voit Dylan sur scène, c'est pas ça vraiment que Pennebaker capte le plus, c'est vraiment l'homme et la pression qui gère par rapport à ce succès qui lui est tombé dessus. Ouais, on parlait aussi, comme on est toujours sur Pennebaker, on parlait aussi de Godard, mais Godard a un lien avec Pennebaker parce que je crois que c'est après. Mais donc il va y avoir une collaboration entre Pennebaker et Jean-Luc Godard. Il va le faire venir, donc Jean-Luc Godard va être appelé par Pennebaker pour faire un film qui s'appelle One Film, il me semble, et il va avoir un deuxième montage, parce qu'évidemment Godard va partir en cours de réalisation du film, parce qu'ils ne vont pas s'entendre du tout, parce que Godard veut faire des films politiques, veut aller voir les ouvriers, veut aller voir tous ces gens-là, et Pennebaker, il se dit, mais non, attends, on a un film à faire, donc il va dégager, Godard va partir, Pennebaker va faire son propre film, et il va même dire, c'est le film, le fameux film où on voit sur le toit le groupe Jefferson Airplane, filmé par Godard et Pennebaker. Et Pennebaker, quand il a vu les rushs filmés par Godard, il a dit, mais il zoomait hein, tous les trucs, il ne savait pas ce qu'il foutait, il ne savait pas filmer, quoi. Et on voit dans ce film-là Godard qui fait, non mais baissez le son, comme ça. Voilà, et pourquoi je parle de Godard? C'est parce que, évidemment, Godard et Dylan, c'est une espèce de... Ils ont vécu un peu en parallèle, puisque dès le début, dans Masculin-Féminin, Godard va parler de Bob Dylan. Qu'est-ce que tu lis là? Un article sur Bob Dylan. Qui est-ce? C'est un Vietnik, tu sais. Non, qu'est-ce que c'est? C'est un mot américain qui vient de Beatnik et de Vietnam. Ah, fais voir. Mais qui êtes-vous, Mr. Bob Dylan? Pendant très longtemps, il va, avec ses histoires du cinéma, il va mettre de la musique de Dylan sur ses trucs. Il va demander à Dylan de jouer dedans. Dylan ne va pas répondre, même s'il était fan, bien que je le soupçonne d'être plus fan de Truffaut. Et Godard va le suivre jusqu'au bout, puisqu'il va aussi voir Reynaldo et Clara. Et voilà, donc il y a une espèce de fraternité à distance qui se retrouve très fort dans leur personnalité, puisque Godard, comme Dylan, c'est deux personnalités qui refusent de se laisser encarter dans t'es politique, t'es pas politique. Enfin, quoique Godard est beaucoup plus ambivalent à ce niveau-là, parce que lui a été vraiment politique et s'est politisé très fort. What is really the truth? Really, the truth is just a plain picture. Of you know, a plain picture of. Votre avis, cette photographie a été prise où? Gdje je snimljena ta fotografija? You know, a tramp vomiting, man, into the sewer. You know, and next door to the picture, you know, Mr. Rockefeller or you know, Mr. C.W. Jones, you know, on the subway going to work. Le chant et le contre-chant sont des figures très connues du cinéma. Plan I kontraplan su jako poznate tehnike u kinematografiji. Mais si vous regardez attentivement ces deux photographies du film de Hawks, Ali ako pažljivo pogledate te dvije fotografije iz Hawksovog filma, vous verrez qu'en fait, il s'agit de deux fois la même. vidjet ćete da se u stvari radi o dva puta istoj. Et c'est parce que le réalisateur est incapable de voir la différence entre une femme et un homme. Just make some sort of collage of pictures, which they don't do. They don't do. There's no ideas in Time magazine. There's just these facts. Le peuple juif rejoint la fiction, le peuple palestinien le documentaire. Alors que Dylan, lui, a toujours dit non, non, je ne suis pas politique. Godard, pas du tout. Il était même maoïste. Donc lui, il est tombé vraiment dans les travers de l'artiste politique. Mais en tout cas, sur la tombe de Godard, il a voulu qu'on inscrive ce truc au contraire. C'est-à-dire que ça symbolise la façon de penser de Godard, c'est au contraire. Je ne veux pas qu'on me dise, si tu es comme ça, mais je suis aussi l'inverse. Et il y a ça chez Dylan. Il y a, je suis ça et je suis aussi autre chose. Mais comme tout le monde. Do you agree that you should be the leader of singers with a message? No, I don't know what that is. Why? Why do you sing? Why? Just because I feel like singing. Parce qu'il a envie de chanter, qu'il aime chanter. Do you have anything particularly special to express when you sing? No. Et on voit bien comment Albert Grossman aussi arrive à négocier un contrat pour avoir plus de pognon, pour négocier avec les chaînes de télé. Il y a une scène qui est très longue, il n'y a pas que du Dylan là-dedans. On voit vraiment Grossman, comment il essaye avec le type de la télévision d'avoir plus de pognon, de vendre son poulain. Il y a vraiment tout. If you get him back, why don't you leave me take a crack at him on the phone? Alors évidemment, ici, on ne peut pas parler de Don't Look Back sans parler de son pendant totalement inverse. C'est vraiment le négatif de Don't Look Back, c'est Hit the Document.
Qui fait passer Bob Dylan à l'électrique et qui fait passer d'un Dylan qui paraissait encore mignon à un Dylan qui est totalement fantomatique. On a un Dylan décharné qui est complètement une silhouette la plus représentative puisqu'il est incroyable, il est magnifique, mais c'est plus qu'une espèce de... Androgyne un peu aussi. Totalement androgyne, ça, ouais. Il n'y a plus rien, tu vois, là il est encore frais, il est mignon, il est habillé, là ça devient une rockstar totale. Il se fait accompagner par les Hawks qui vont devenir les futurs The Band avec Robbie Robertson. Durant cette tournée-là, le batteur n'est pas Levon Helm, qui fait partie des Hawks et qui fera partie de The Band, mais le batteur est Mickey Jones, qui est un acteur aussi, qui a joué dans beaucoup de films. On vous met les films ici, parce que je ne m'en souviens pas, qu'un acteur de second plan, mais qu'on retrouve dans plein de films. Mickey Jones a joué dans les Hulk, ouais. Excellent. Right. And now you drink it. Et donc il est là-dedans. Donc c'est pas encore vraiment le groupe qui va former The Band, mais là à cette époque-là c'est The Hawks qui va devenir The Band parce que on disait toujours c'est le groupe de Dylan. Le groupe de Dylan, c'est comme ça qu'ils vont se faire appeler The Band. Et on va le retrouver après quand Dylan aura complètement perdu les pédales et qui sera retranché dans sa demeure de Woodstock et où il va enregistrer les fameux Basement Tapes avec The Band. Qui sortira plus tard. Qui sortira plus tard sous le manteau pendant un long moment, parce que évidemment c'était un truc qui était pirate. Donc voilà, donc ça c'est, je pense qu'il faut regarder les deux, parce qu'autant on a un film qui est construit Don't Look Back et un film qui est totalement déconstruit. Mais regardez d'abord Don't Look Back. Ah oui, parce que sinon Hit the Document, vous allez être dégoûté, je pense, par Bob Dylan, parce que rien ne fonctionne dans Hit the Document, même les concerts sont lancés comme ça et coupés en plein milieu. Dès qu'il y a une chanson... C'est dommage, hein, parce qu'il est bon. Hein. Ah oui, ouais, mais il est bon, mais il est hué de partout. Puisque là, on a le Bob Dylan encore pur, et là, il va devenir le Bob Dylan qu'on a vu à Newport, où il va se faire huer parce qu'il passe à l'électrique. Donc on a un Bob Dylan qui est complètement, qui n'en a rien à foutre, mais qui comprend pas aussi non plus pourquoi on ne lui permet pas de devenir électrique. I was thinking that somebody was shouting, "Are you with us? Are you with us?" And you know, I don't know what that, you know, like what was that supposed to mean? I had no idea why they were booing. Parce qu'il a aussi ce côté, ça l'emmerde aussi qu'on le eue. Le moment où il va dans un taxi et que quelqu'un lui demande un autographe et il lui dit mais arrêtez de me huer alors. Toi. No, you booed. Donc il était vraiment dans ce truc de parano. En plus, on veut le tuer, hein. On veut le flinguer. On dit qu'il y a un type qui veut lui tirer dessus dans la salle. Et Bob Dylan répond I don't mind being shot, man, but I don't dig being told about it. Oh man, I can't believe that. Don't worry, Mickey, I'll protect you. I hope so. I hope so. Il est dans ce moment où il va devenir une rockstar. Et déjà là, il s'en rend compte. Et c'est pour ça qu'il est toujours un peu mal pris, protestant, et en même temps il veut être une rockstar aussi, hein, parce que son but c'est d'être Buddy Holly. We don't like you anymore. You call me a bum. That's all you want. Well, may I have your autograph? You call you bum, you sign your You call me a bum. Come on, Bob. Come on. Now, you don't need my autograph. If you needed it, I'd give it to you. Allez vous faire foutre et je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et il voulait jouer avec ses potes, il a rencontré Robbie Robertson, il avait envie de faire du rock. Dès le début, quand il était en train de faire ses études dans le Minnesota, il a monté un groupe de rock, il a porté des noms comme Elton Gun, il a monté des groupes qui s'appelaient... il a inventé plein de noms. D'ailleurs, Elvis a changé sa vie. Bien sûr. Mais attention, il y a eu aussi Buddy Holly, Bobby Vee... Mais ça, c'est après. Ça, c'est après. Et sur son carnet d'école, donc tu sais, il y a des photos où on voit tous les étudiants... avec leurs petites phrases pour les décrire, il dit « Mon but est de rejoindre Little Richard ». C'est hallucinant. Sous le truc d'école, quoi. Donc il est plutôt du côté du rock. Et je pense qu'il a pris un risque en passant à l'électrique. Il aurait pu se planter. Parce que c'est quand même pas... C'est du rock qui est pas maîtrisé. C'est du rock où il gueule, c'est du rock où il sature.
Voilà, donc ça c'était Don't Look Back. Hit the Document suit et montre l'envers, pas l'envers, mais une autre tournée qui est la tournée européenne de Bob Dylan, qui est beaucoup plus, forcément, électrique, mais surtout beaucoup plus sous substance. Ça va finir tragiquement, ce sera sous substance, ce sera sous les huées, ce sera sous un public qui va à la fois, soit un public qui va aimer, soit un public qui va totalement détester, parce qu'il faut quand même se rendre compte que là on est dans le Bob Dylan, Don't Look Back, où il est folk encore, et il va comme ça basculer dans un truc où il va être. Il faut quand même se rendre compte, on passe d'une salle qui écoute comme ça religieusement Bob Dylan à un Bob Dylan qui gueule dans son micro, qui sature à mourir, et où il est complètement défoncé. Il faut voir les moments où il chante, où il a le regard vague, où il ne sait plus où il en est. On oublie dans Hit the Document la fameuse scène avec John Lennon où Bob Dylan est complètement perdu, et ça c'est le moment où c'est le moment où il aurait pu crever, et Bob Dylan est au bout du rouleau, et il dit « j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de rentrer chez moi ». Bob Dylan dit ça, il crie au secours. Ran right out, huh? I want to go back home. And see a baseball game. Oh yeah, I want to go back home, man. Where I come from, we have baseball games. Shit, baseball games. En gros, c'est pratiquement les dernières images du Dylan de cette période. Ouais. Et après, évidemment, il va avoir un accident de moto, le célèbre accident de moto, où sa femme Sarah le suivait en bagnole pendant que lui partait. Plusieurs légendes disent qu'il a glissé sur une flaque d'essence, de verglas, de machin, ou alors la roue arrière s'est bloquée. Il y a eu beaucoup de légendes sur le fait qu'il était pratiquement à l'article de la mort, ou qu'il n'a rien eu, ou voilà. Le fait est qu'il a été emmené à l'hôpital et qu'il en a profité pour couper les ponts avec les 60 dates de tournée que Grossman lui avait rajoutées alors qu'il était complètement lessivé et qu'il voulait rentrer chez lui. I think I'm gonna get me a new Bob Dylan next week. Get me a new Bob Dylan and use him. Use him. Here's the new Bob Dylan. See how long he lasts. Donc à mon avis, il s'en est servi. Je pense pas qu'il ait menti sur l'accident de moto, mais je pense qu'il... Il a grossi tout ça. Voilà, et à mon avis, il avait un problème de cervical, pété ou je sais pas quoi, ça je pense que c'est vrai. Et là, il en a profité pour dire non, pas de tournée. Et pendant ce temps-là, il a mis 8 ans avant de revenir. Il a enregistré des albums parce qu'il était encore sous contrat avec Grossman, mais pendant 8 ans, il y a eu une espèce de fantasme Dylan qui est né de ce moment-là, et beaucoup d'albums qui ont déçu des gens. Plus de tournées, et pendant ce temps-là, on le voit écrire dans Hit the Document, on voit des pages de Tarantula qu'il est en train d'écrire, qui devait honorer, donc c'est-à-dire que dans les journaux, on disait déjà Bob Dylan va écrire un livre qui s'appelle Tarantula, et lui, ça le faisait chier parce que c'était un effet d'annonce, et il avait même envie de changer de titre, mais il ne pouvait plus, puisque c'était annoncé dans les journaux, et donc il va devoir terminer son bouquin Tarantula, qui était sans doute un des pires bouquins du monde. Pour quelqu'un qui a eu le prix Nobel, il a écrit sans doute un des plus mauvais livres qui existent. Moi, j'ai essayé de le lire plusieurs fois, c'est assez illisible. Sans doute une tentative de se rapprocher de Joyce, qui est déjà illisible aussi dans son Finnegan's Wake, aussi des tentatives d'aller vers la Beat Generation, mais sans jamais y arriver. Et pendant tout ce temps-là, il va se passer une petite pépite où il va, par un concours de circonstances, arriver sur un film qu'on adore et qui s'appelle Pat Garrett et Billy the Kid. Voilà, ça c'était le premier épisode de notre série consacrée à Bob Dylan. Donc, pendant tout le mois de décembre, on va vous parler de Bob Dylan. Jusqu'au 25 décembre, on va sortir le film Complete Unknown. Joli cadeau de Noël, hein, Stéphane? Oui. Il y a plusieurs mois, mon ami Woody Guthrie et moi, on a rencontré un jeune homme. Il est sorti de nulle part et nous a chanté une chanson. Je croise les doigts, hein, vraiment, parce que je suis très... voilà, j'aime bien Chalamet, j'ai rien contre lui, mais j'ai juste peur, voilà. C'est une petite appréhension, c'est une appréhension. Ouais, mais sur Elvis, tu vois, j'étais là en train de me dire... Mais moi, j'avais peur sur Elvis quand même. Moi, je me sentais bon, mais bon, ça va. Donc voilà, donc revoyez Don't Look Back. Voyez aussi dans les bonus de Don't Look Back pas Highway 61, mais 65 Revisited. C'est un bonus réalisé plus tard par Penny Baker, où vous pourrez apercevoir le tout jeune Hugo Frey, venu saluer son idole Bob Dylan en coulisses. Donc on se retrouve bientôt pour une deuxième vidéo consacrée, puisqu'on là on est en 65, consacrée à Pat Garrett et Billy the Kid. Who are you? That's a good question. Et ça, c'est pour un prochain épisode de
Fin de séance. Oh, I love you, huh? You're so wonderful.